Plus de 5 millions de Burkinabés étaient aux urnes ce matin pour des élections présidentielles et législatives. C'est un scrutin très important qui marque la fin de la période de transition politique. 14 candidats, dont 2 femmes, sont en lice. La COP21, la conférence sur le climat, s'ouvre officiellement demain à Paris. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, vont prendre part à ce grand rendez-vous mondial sur le climat. Le ministère de l'Industrie et des Mines lance la lutte contre la contrefaçon. Un comité de lutte a été installé. Il est composé de 15 membres issus de divers secteurs d'activité. Le pape François achève sa tournée africaine en Centrafrique. À Bangui ce matin, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a demandé pardon devant le pape François pour tout le mal commis par les Centrafricains. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Plus de 5 millions de Burkinabés étaient aux urnes ce matin pour élire leur nouveau président et leurs députés. C'est un scrutin très important qui marque la fin de la période de transition politique. 14 candidats, dont 2 femmes, sont en lice pour un mandat de 5 ans. Notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo, a sillonné des bureaux de vote pour voir la mobilisation des électeurs. 7h30. Sous les regards attentifs des observateurs dépêchés sur le terrain, les votants tour à tour font tomber dans les urnes leurs bulletins. Tous veulent accomplir leur devoir civique. Je suis venu pour choisir mon président, celui qui va nous conduire dans les 5 ans. C'est un jour où chaque citoyen doit venir quand même donner sa voix pour qu'on puisse élire notre président. Un scrutin historique lance-t-on dans les rues de Ouagadougou. Pour la première fois, les populations ressentent du suspense quant au vainqueur du scrutin. C'est la première fois qu'on est venu voter sans un président sortant. Donc c'est spécial. Les populations attendent beaucoup de ce scrutin. Le pays a connu ces dernières années une très grande instabilité et accusé un retard important dans son développement. Ce que j'attends d'abord, c'est que tous les candidats acceptent les résultats des urnes. Voilà, parce que ce sont les urnes qui vont parler. Le travail pour les jeunes, parce qu'il y a trop de chômage et puis les voies, la santé, il y a beaucoup de choses, quoi. Si dans les 5 ans là, ou bien peut-être les 3 ans là, si on ne voit pas de changement, s'il ne fait pas attention, on va sortir dans les rues encore. Environ 25 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés pour sécuriser l'élection au Burkina Faso. Ouverts à 6 h, les bureaux de vote ont refermé leurs portes à 18 h. Les résultats provisoires devraient être annoncés lundi soir, a indiqué la Commission électorale nationale, la CENI. Voilà, nous avons à présent en ligne Alexis Ouedraogo, envoyé spécial de RTI 1 à Ouagadougou pour suivre ces élections. Bonsoir Alexis. Bonsoir Marie-Laure. Alors, les bureaux de vote ont fermé leurs portes depuis 18 h. Il est actuellement 20 h passées de quelques minutes à Ouagadougou également. Alors, le dépouillement a-t-il commencé, Alexis? Effectivement, Marie-Laure, le dépouillement a bel et bien commencé. Je suis présentement au siège de la Commission électorale indépendante où dans quelques petites minutes, un point de presse doit se tenir relatif justement à tout ce processus. Les bureaux de vote ont été fermés, effectivement, vous l'avez dit, à 18 h et le processus de dépouillement est effectivement enclenché. Alors, l'enjeu majeur de ce scrutin, on le sait, Alexis, reste le taux de participation. Des chiffres ont-ils été publiés? Quel est le taux de participation? Alors, je vous l'ai dit tantôt, je suis présentement au quartier général de la Commission électorale nationale indépendante. Dans quelques instants, on doit avoir un point de presse. Pour l'instant, aucun chiffre n'a été annoncé. Nous attendons donc la déclaration du président de la Commission dans quelques instants. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la mobilisation a été extraordinaire ce matin. Beaucoup de mobilisation dans les différents bureaux de vote. Alors, on va revenir, donc, vous l'avez déjà dit, sur le déroulement de ce vote ce matin. Comment les Burkinabés ont-ils vécu cette journée? 2 mots, Marie-Laure, sur toutes les lèvres, résolution et détermination. C'est ce que l'on peut retenir de cette journée de vote qui s'est passée dans le calme. Les Burkinabés sont sortis très nombreux pour exercer ce droit de vote. Il était impératif pour eux de donner leur voix pour choisir le président et aussi les députés, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des élections couplées avec les législatives. Donc tout faire pour choisir le président qui sera à la tête du pays pour ces 5 prochaines années. Ce soir, la ville est très calme. Les forces de défense ont été déployées pour assurer la sécurité. Le pays connaissait un couvre
couvre-feu depuis le coup d'État manqué de septembre dernier, un couvre-feu de minuit à 4 heures du matin. Ce soir, il n'y a pas de couvre-feu pour permettre donc à l'activité électorale de se passer tranquillement. Est-ce que vous avez une idée à quand la proclamation des résultats? Alors, à ce stade aussi, je ne peux pas être très précise, mais la CENI, dans son dernier communiqué, a fait état de lundi soir. Lundi soir, donc, on pourrait avoir les premières tendances. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la CENI, justement, a mis en place un site internet, ceni.bs, en vue d'afficher en temps réel, justement, les tendances de ce scrutin électoral. Merci Alexis Ouedraogo. Alexis, que nous retrouverons donc dans nos prochaines éditions pour la proclamation des résultats de ces élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Le président du Parlement ivoirien a achevé sa visite au Royaume-Uni avant de quitter l'Angleterre ce week-end. Guillaume Soro a rencontré la diaspora ivoirienne vivant à Londres. Il a écouté leurs préoccupations, mais également lancé un message de réconciliation et de cohésion à cette diaspora. Michel Digré est notre envoyé spécial au Royaume-Uni. Un temps glacial sur Londres ce vendredi avec une température autour de 5 degrés. Mais dans les locaux de réceptifs hôteliers de la capitale anglaise, le mercure est plutôt monté d'un cran. La raison, les Ivoiriens vivant en Grande-Bretagne ont tenu à communier avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au dernier jour de la visite qu'il a effectuée au Royaume-Uni. L'occasion était toutefois trouvée pour les Ivoiriens de la Grande-Bretagne d'égrener leurs préoccupations. Ils ont demandé entre autres au gouvernement d'intervenir auprès des compagnies aériennes anglaises pour des vols directs entre Londres et Abidjan. Il souhaite par ailleurs que l'État de Côte d'Ivoire mette tout en œuvre pour favoriser le retour de la diaspora au pays pour des investissements. Guillaume Soro dit avoir écouté ses compatriotes. Il leur a livré un message d'espoir. La Côte d'Ivoire est désormais en paix et elle marche résolument vers son développement qui me semble inexorable. C'est pourquoi je suis là pour demander à chacune et à chacun, tous, de nous mobiliser pour accompagner le président de la République, son gouvernement et les institutions dans la quête du développement de notre pays. Guillaume Soro a par ailleurs lancé un appel à la cohésion entre les Ivoiriens vivant aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Nous devons, comme l'a bien signalé et indiqué le président de la République, nous réconcilier, travailler à la cohésion nationale, parce que c'est uni que nous allons bâtir un pays développé, un grand pays, la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne vivant au Royaume-Uni est forte de 150 000 membres. Je vous l'annonçais en début de journal, la COP21, la conférence sur le climat, s'ouvre officiellement demain à Paris, en France. 157 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, vont prendre part à ce grand rendez-vous mondial. La conférence va aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Mais quels sont les enjeux pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire sera présente à la 21e conférence des partis COP21 de Paris en France, consacrée à l'adoption de mesures contraignantes pour la réduction des gaz à effet de serre en vue de préserver la vie sur Terre pour les générations futures. La COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain devra permettre d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat impliquant tous les États signataires de la CCNUC dans un engagement commun et légalement contraignant qui prendra la suite du protocole de Kyoto. En vue d'une participation efficiente à la COP21, la Côte d'Ivoire s'est proposée de mettre en place une commission de préparation avec la collaboration de l'ambassade de France, l'Agence française de développement et le PNUD pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales. La Côte d'Ivoire, en route pour la COP21, se rapporte entre autres à la présentation d'une publication internationale qui est un recueil de bonnes pratiques en matière de développement durable, à des rencontres B2B, à la sensibilisation du grand public en collaboration avec les principaux organes de presse, à la sensibilisation du secteur privé grâce aux rencontres pour l'économie verte et l'environnement. La COP21 s'annonce comme un tournant important pour notre climat qui continue de se réchauffer à un rythme effréné. Toutes les parties
prenantes à cette conférence seront exhortées à prendre un engagement afin de maintenir la température sur Terre à moins de 2 degrés Celsius. Elles seront également appelées à œuvrer pour sa réussite. Plus de 150 chefs d'État seront présents à cette 21e conférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, fera entendre la voix de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Voilà, l'objectif de la COP21 est clairement affiché, obtenir des participants un engagement ferme afin de ralentir le réchauffement climatique, le maintenir en dessous de 2 degrés Celsius. La Côte d'Ivoire présente à cette grande conférence sur le climat a bien sûr des attentes et nos envoyés spéciaux ont interrogé le directeur de la météorologie. Il fait partie de la délégation ivoirienne. La grande messe planétaire sur le changement climatique démarre officiellement ce lundi 30 novembre 2015 avec la cérémonie d'ouverture de la conférence des parties, la COP21. Une cérémonie qui verra la participation de plus de 150 chefs d'État du monde entier, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit pour ces nations de trouver un accord pour préserver la planète. Il faut donc se mobiliser pour réduire de 2 degrés la température, car les dégâts liés au réchauffement climatique sont importants. Les effets d'impact du changement climatique sont énormes. Nous avons en premier lieu les grosses catastrophes, les fortes pluies qui peuvent entraîner des inondations. Nous avons un décalage du calendrier culturel au niveau de l'agriculture. Nous avons un décalage également au niveau des énergies, puisqu'il peut y avoir au niveau du soleil, au niveau des barrages hydroélectriques, un dysfonctionnement au niveau de la quantité d'eau dans les barrages du fait de la mauvaise pluviométrie. Également, il y a également un effet néfaste sur l'environnement au niveau de la Côte d'Ivoire, puisqu'on constate un changement complet au niveau de toutes les acteurs socio-économiques qui dépendent du climat, mais beaucoup plus accentué sur le domaine agricole. Sur place, l'on s'affaire dans les stands et la Côte d'Ivoire, présente à ce rendez-vous mondial, exprime ses attentes. Nous ne sommes pas des pollueurs, nous subissons les effets du réchauffement. Donc il faut qu'il y ait également un accord sur le financement des pays en voie de développement pour qu'ils puissent développer des politiques d'adaptation afin de faire face à ces effets néfastes du changement climatique. Pendant 2 semaines, les experts en environnement et en climat vont réfléchir également sur la politique de financement du Fonds vert, un fonds estimé à 100 milliards de dollars qui devrait permettre l'utilisation des énergies renouvelables. Reportage réalisé par Abiba Dambélé-Saoué et Mamadou Kouassi. Ajoutez en bref qu'avant l'ouverture officielle des travaux de la COP21 demain, des négociateurs ont tenu une rencontre aujourd'hui sur le climat au parc des expositions du Bourget, c'est près de Paris. Et c'est dans cette ambiance que des échauffourées ont éclaté entre manifestants anti-COP21 et la police à Paris, des manifestations pourtant interdites par le gouvernement français suite aux attentats du 13 novembre. Loin de Paris, ici à Abidjan, l'Agence nationale de l'environnement lance un système de numération pour mieux archiver les rapports, les études d'impact et audits sur l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de suivi environnemental du secteur des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Franck Quadio pour les explications. Chaque année, les rapports d'évaluation stratégique, d'études d'impact et d'audit sur l'environnement s'empilent dans les tiroirs de l'ANDE, Agence nationale de l'environnement qui fonctionne comme le guichet unique du secteur. Illustration, 139 rapports d'audit et 223 rapports d'études d'impact environnemental et social ont été réalisés pour le ministère de l'Environnement et la Banque mondiale partenaire institutionnel. Il faut mieux organiser l'outil. La recette, la numérisation du guichet unique ANDE. Seront donc revus le système d'archivage des différentes études environnementales, les séances de délibération et de validation des études, le processus de suivi des plans de gestion environnementale et sociale ainsi que le suivi environnemental, ce qui permettra d'améliorer la gouvernance économique et au nombre des composantes concernées, le renforcement des capacités de gestion du secteur pétrolier qui a bénéficié en outre de plusieurs études. L'atelier du 26 et 27 octobre était un cadre d'échange donc des parties prenantes, le ministère de l'Environnement, le ministère du Pétrole et de l'Énergie.
Une rencontre importante car le bon fonctionnement de cette numérisation NDE nécessite l'implication de tous, les résultats obtenus et une stratégie commune pour mieux maîtriser le système de suivi environnemental du secteur pétrolier, une façon d'activer la mise en œuvre efficace du projet. Voilà l'Agence nationale de l'environnement qui vient donc de lancer le système de numérisation pour mieux archiver les rapports, les études d'impact et audits sur l'environnement. Le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, tente avec tous les moyens à sa disposition d'empêcher la présence de végétaux flottants sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan et malgré les moyens déployés pour empêcher leur passage périodique, ces espèces envahissantes forment une natte dense sur la surface de l'eau chaque année à partir du mois de novembre. Voyons avec David Mobio comment ces salades d'eau douce résistent aux mesures de destruction prises par le CIAPOL. Je m'appelle salade d'eau douce, fougère d'eau ou jacinthe d'eau. Certains chercheurs ou autres spécialistes de l'environnement nous appellent les autres végétaux flottants et moi, mauvaises herbes aquatiques ou tout simplement espèces envahissantes. Nous apparaissons sur les plans d'eau lagunaires chaque année à la même période au mois de novembre, malgré toutes les mesures prises par des ministères pour empêcher notre présence sur la lagune en fin d'année. Que n'a-t-on pas tenté, essayé ou expérimenté pour obtenir notre disparition en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays africains? Au Sénégal, par exemple, les autorités ont tenté, il y a plusieurs années, d'empêcher notre croissance en utilisant des produits chimiques. Résultat, c'est la faune aquatique, les poissons en grande partie, qui ont été atteints. Nous, végétaux flottants, salade d'eau douce, jacinthe d'eau, nous sommes sereins, surtout ici en Côte d'Ivoire, où depuis plus de 20 ans, le ministère de l'Environnement tente, autant que faire se peut, d'empêcher notre présence, notre regroupement et de constituer, comme vous le voyez, une natte dense sur la surface de l'eau. Il y a de cela quelques années, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, avait pris des dispositions pour faire obstacle à notre passage périodique. Un bateau nommé Amphibex a été acheté à plus de 500 millions de francs CFA pour nous combattre. Nous avons gagné le combat. La preuve, nous sommes présents chaque année pour servir de décor et pour proposer à la population abidjanaise une odeur nauséabonde avec la contribution de nos amis que sont les eaux usées, les déchets industriels, hospitaliers, les ordures ménagères déversées dans l'un de nos sites préférés, la baie de Cocody. Même la lutte mécanique engagée par le CIAPOL, lutte qui consiste, comme vous le voyez, à nous affronter physiquement tous les jours de 7h du matin à 13h, ne nous inquiète outre mesure parce que toutes les stratégies de lutte utilisées ont montré leurs limites, qu'elles soient chimiques, mécaniques ou biologiques. Nous, végétaux flottants, allons donc continuer de polluer l'environnement. Nous allons continuer de créer des problèmes aux pêcheurs et surtout au transport lagunaire dans le district d'Abidjan. Bientôt, nous serons très heureux d'être contemplés, appréciés par ceux ou celles qui viendront prendre du plaisir sur ce futur beau site de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody qui sera réalisé sur cette lagune. Alors, inutile de prévoir des budgets de millions ou de milliards de francs CFA pour espérer réaliser le rêve de ne plus nous voir en fin d'année. Nous sommes là cette année, nous serons encore présents l'année prochaine au mois de novembre. Vous savez pourquoi? Parce que nous, végétaux flottants, sommes un phénomène naturel. Reportage réalisé par David Mobio. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en déplacement au Maroc, est rentré en Côte d'Ivoire. Il était à Marrakech au sommet des entrepreneurs chinois et africains. Le sommet a pris fin vendredi. Des recommandations ont été faites notamment pour consolider les relations d'affaires entre les deux continents. Gabriel Zani est notre envoyé spécial au Maroc.
Une structure de suivi des différents partenaires en vue du développement des affaires entre les entrepreneurs chinois et africains. Voilà l'une des grandes recommandations que préconise le ministre marocain de l'Industrie au terme du sommet sino-africain qui a réuni plus de 400 patrons d'entreprises à Marrakech au Maroc. Nous pouvons monter ensemble un véritable grenier pour le monde. Et vous savez tout aussi bien que moi ce que l'alimentaire constitue aujourd'hui et ce qu'il constituera demain. Nous avons ensemble à monter des concepts totalement nouveaux. Nous sommes conscients que la Chine est en train de vivre une transformation profonde, importante, et qui va mener la Chine bien au-delà. Et nous avons l'ambition de contribuer ensemble à cet essor de la Chine et de l'Afrique. Du jeudi 26 au vendredi 27 novembre, les hommes d'affaires africains et chinois ont eu le temps de faire le tour des questions liées à la création de valeur et du bénéfice pour leurs entreprises. L'Afrique offre une main-d'œuvre jeune et dynamique et la Chine propose des capitaux. Ces échanges de 2 jours à Marrakech ont été fructueux, selon le Premier ministre ivoirien. Il y a eu d'excellentes discussions avec des panels, mais aussi des rencontres bilatérales. En tout cas, en ce qui concerne l'équipe ivoirienne, nous avons rencontré d'abord nos amis marocains qui sont déjà en opération donc, sur la Côte d'Ivoire pour faire un peu le point des différents dossiers qui avancent correctement. Et aussi nous avons rencontré au moins une dizaine d'entreprises chinoises dont la plupart donc, sont intéressées donc, à s'implanter au niveau de la Côte d'Ivoire. Le potentiel de l'Afrique et de la Chine étant énorme, le ministre marocain de l'Industrie, dans son discours de clôture du forum, a souligné la réédition du sommet sino-africain. Et ces questions, que gagnent les entrepreneurs africains dans un partenariat avec la Chine? Qu'est-ce que la Chine peut-elle tirer dans une relation d'affaires avec les entrepreneurs africains? Autant de questions posées par notre envoyé spécial aux participants du sommet de Marrakech au Maroc. On peut le dire, ce sommet a été l'occasion de nouer des relations d'affaires. Gabriel Zani. Des panels comme celui auquel participe Mahmoud Bouboud, le ministre marocain délégué auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, il y en a eu plusieurs lors du sommet des entrepreneurs sino-africains. Ces hommes politiques, chefs de grands groupes industriels, d'établissements financiers, exposent devant un public bien avisé aux affaires les opportunités qu'offre leur pays, leurs entreprises dans un partenariat win-win. Nous avons compris qu'ensemble, en Afrique, pays africains, Maroc, Côte d'Ivoire, on a la capacité d'être beaucoup plus efficient et beaucoup plus compétitif, notamment vis-à-vis des investisseurs chinois qui ont définitivement mis dans le radar l'Afrique pour les 10 prochaines années. Le Maroc veut offrir aux hommes d'affaires chinois un secteur industriel et automobile dynamique, des ressources humaines qualifiées et adaptées aux besoins des investisseurs étrangers. Pour cet homme d'affaires nigérian, les prospections ont été bonnes. Il est très intéressant d'échanger avec les différents entrepreneurs, qu'ils soient chinois ou africains. Maintenant, la prochaine phase, c'est d'aller vers des négociations one-one, c'est-à-dire un par un, pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on peut concrétiser ou pas. La stratégie chinoise en Afrique a changé. En effet, selon le diplomate chinois accrédité au Maroc, l'Afrique n'est plus un marché pour faire vendre les produits et services chinois. Elle devient un vrai partenaire. Je connais très bien le besoin des pays africains. C'est de quoi? Pas seulement quelques produits fabriqués en Chine, pas seulement quelques dons qu'on a donnés par notre gouvernement. Une chose très importante, on a à avoir quelques capacités de production propres des pays africains. Les intérêts économiques entre Chinois et Africains, il y en a certes, mais la question d'insécurité et d'instabilité de la plupart des pays africains demeure une épine, un sujet essentiel évoqué lors du sommet de Marrakech. Il aura marqué pendant sa vie le monde des intellectuels, notamment les historiens. Christophe Graba-Wondji, décédé le 1er octobre dernier, était agrégé d'histoire. Il a enseigné à l'université d'Abidjan et est membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, lui a rendu hommage jeudi dernier. Christophe Graba-Wondji, un nom qui rime avec la connaissance de l'histoire de la Côte d'Ivoire, désormais au panthéon des plumes consacrées. Cheikh Anta Diop, Aris Memel Fouté, Zadie Aurou, entre autres. Christophe Graba-Wondji n'est plus, et ce depuis le 1er octobre 2015.
Ce jour-là, à Paris, la mort jeta son voile noir sur la famille des académiciens. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, va partir dans l'au-delà, un de ses dignes représentants. Cet historien africain émérite, membre de l'ASCAD, s'en est allé. Présent ici cet après-midi, nous sommes appelés à lui rendre un hommage bien mérité. Hommage donc sur le parvis de l'école normale supérieure INS au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, là où des années durant, l'ex-directeur du département d'histoire dispensa son savoir. Réappropriation critique des héritages du passé. Et plus particulièrement, comme l'a fait Cheikh Anta, la réappropriation des réalisations de l'Égypte ancienne. Et c'est précisément cette approche que Christophe Wondji a choisi d'entrée de jeu, un choix auquel il allait rester fidèle toute sa vie de chercheur. Ils étaient tous là, les autorités, le ministre de la Culture Maurice Mbadama et les représentants du président de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême, ses pairs académiciens, ses étudiants, sa famille et aussi le Tohu, la poésie chantée. Le professeur Wondji s'en était fait le porte-flambeau. Il est l'auteur en 1970 de l'œuvre majeure, la chanson populaire en Côte d'Ivoire. Wondji, Sakizimon rejoint Zaourou, Bizré, la panthère rouge, une âme d'artiste doublée d'un homme de rigueur. L'historien aura publié de nombreux ouvrages pré- et post-coloniaux et même contemporains. Et le professeur Christophe Graba Wondji a été inhumé hier samedi dans sa ville natale à Soubry. Le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications était l'invité du magazine du dimanche présenté par Delphine Gla. Eloge Soro-Kipea a fait le point de la caravane numérique en Ensuite, TIC pour tous, édition 2015. Le bilan sur le terrain selon l'invité est satisfaisant. Voyons juste un extrait de cet entretien. Cette caravane qui a été organisée pendant un mois était pour nous l'occasion de tenir informé l'ensemble des populations et de façon assez proche, faire une communication de proximité, dire aux populations que désormais, là où les services de télécommunications tels que la voix ou l'Internet n'étaient pas disponibles, aujourd'hui l'État se donne les moyens de faire en sorte que ces services soient disponibles. Nous avons sillonné l'ensemble de nos villes et régions. Nous nous sommes arrêtés de façon particulière dans ces grandes localités parce que c'était aussi l'occasion pour nous d'inaugurer certains services que nous avons rendus disponibles dans ces localités-là. Pour vous donner un peu de détails sur le contenu de la caravane, nous avions aménagé 2 autobus dans lesquels nous avions 20 postes d'ordinateurs pour pouvoir initier les populations et permettre à certaines personnes qui n'avaient peut-être simplement pas l'occasion de pouvoir se payer une connexion dans un cybercafé, de pouvoir avoir accès à ces services. Et sur le mois qu'a couru la caravane, nous avons eu environ 2000 visites de chacun des 2 autobus qui contenaient chacun 20 postes. C'est vous dire qu'en moyenne, nous avons eu à peu près une centaine de rotations. Donc c'est vous dire tout l'engouement des populations pour ces services. Il est important de retenir que ces services intéressent au premier chef nos populations. Ces services changent la vie de ces populations dans les domaines d'activité qui sont les leurs. Mais c'est simplement parce que ces services n'existent pas que les populations ne s'en servent pas. Le ministère de l'Industrie et des Mines lance la lutte contre la contrefaçon. Un comité de lutte a été installé. Il est composé de 15 membres issus de divers secteurs. Ce comité a pour mission de mener des actions concrètes sur le terrain. On en sait plus avec Christelle Nda et Justine Seigiki. Au nombre de 15, ces personnes ont désormais la lourde tâche de mener des actions de lutte contre la contrefaçon, un phénomène qui touche tous les secteurs d'activité et qui met à mal l'économie ivoirienne. Issus d'organisations, de structures publiques et privées, d'associations de consommateurs, les membres du comité mis sur pied se disent prêts à assurer leur mission. Après avoir fait l'état des lieux, nous allons regarder quels sont les secteurs prioritaires
Mais comme nous l'avons déjà indiqué, il y a des secteurs pour lesquels vraiment il faut y aller tout de suite. Il s'agit notamment de tous les secteurs qui sont gangrénés par la contrefaçon et dont les conséquences sont néfastes pour la santé des populations. Nous avons aujourd'hui un arsenal juridique qui va nous permettre de pouvoir donc mettre en place la politique et les actions que nous aurons arrêtées. Ce comité est l'expression de la volonté et de l'engagement du gouvernement ivoirien à combattre avec la plus grande fermeté la contrefaçon. Ce comité a pour mission de lutter contre la contrefaçon sur toute l'étendue du territoire national. À ce titre, il est chargé notamment d'entreprendre des actions préventives afin d'empêcher l'introduction sur le territoire national de marchandises piratées ou de contrefaçon, de coordonner, de suivre et d'évaluer l'exécution des programmes publics nationaux, sous-régionaux et régionaux de lutte contre la contrefaçon. Selon les estimations, la contrefaçon représente 5 à 10% du commerce mondial. Aujourd'hui, elle représente plus de 2000 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires dans le monde. En Côte d'Ivoire, le secteur le plus touché est la santé. On estime à 30% les médicaments contrefaits vendus sur le marché illicite. Hors de la Côte d'Ivoire, le pape François est arrivé ce matin en Centrafrique, dernière étape de sa tournée africaine entamée mercredi. Le souverain pontife était au Kenya, puis en Ouganda. À Bangui ce matin, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a demandé pardon devant le pape pour tout le mal commis par les Centrafricains. Des violences intercommunautaires entre combattants Séléka et miliciens, majoritairement chrétiens anti-Balaka, qui ont fait 6000 morts depuis 2013. Le pape François va passer 2 jours à Bangui. Il a appelé tous les Centrafricains à la réconciliation. Et pour terminer, sport football, championnat national de football Ligue 1. Il y a eu encore forfait cet après-midi au stade Champrou de Makori. L'équipe de l'AS Standard absente sur le terrain. Le stade d'Abidjan a été déclaré vainqueur donc avec 3 points. C'est donc le deuxième forfait après celui du Sporting Club de Gagnoa qui devrait rencontrer l'Africa Sport d'Abidjan hier au stade Champrou. Et avant le dernier journal à 23h, vous avez rendez-vous à 22h pour le premier magazine Dimanche de foot. L'actualité sur le football au plan national et international. Dimanche de foot est présenté par Cathy Touré. Rendez-vous donc à 22h sur RTI 1. Rappelons, avant de nous séparer, la COP21, la conférence sur le climat qui s'ouvre officiellement demain à Paris. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, vont prendre part à ce grand rendez-vous mondial sur le climat. Merci à vous tous de votre aimable attention et demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.